Pour cette troisième vidéo, on va continuer la modélisation, mais cette fois-ci avec un projet un petit peu plus concret que ce qu'on a fait la dernière fois. On va continuer à explorer les outils qu'on a utilisés en ajoutant quelques nouveaux, mais il va s'agir surtout cette fois-ci de vous mettre en tête la façon d'aborder la modélisation, plus que des techniques très spécifiques. On va vraiment rester général avec des choses qui vont servir dans tous les cas de modélisation, qu'il s'agisse de modélisation solide, par solide j'entends des objets, ou de modélisation organique, donc des choses qui seront peut-être des personnages si un jour vous poursuivez assez loin pour vous mettre à faire des personnages. Donc on va réaliser ce petit appareil photo low poly que j'ai fait en préparant le cours. Il ne s'agit pas de refaire un appareil qui soit contractuel, qui soit exactement celui que moi j'ai fait, même si je mettrai à disposition en lien sur la vidéo les images de face, de profil, de dessus et de derrière de l'appareil, histoire qu'on puisse se baser dessus pour travailler malgré tout. Mais il s'agit vraiment d'aborder la modélisation avec un regard pratique, savoir où aller, pourquoi on y va, quels outils utiliser dans quel cas, et qu'est-ce qu'on peut faire pour se simplifier la vie au maximum. Donc pour détailler un petit peu le modèle avant qu'on commence, je vais rentrer en mode édition avec la touche Tab. Voilà. Le modèle est fait de deux parties, donc le corps. J'en profite pour vous le dire, je vais activer les raccourcis. On peut sélectionner un ensemble au sein d'un même objet. Un même objet peut être composé de plusieurs ensembles séparés qu'on peut sélectionner avec la touche L, voilà, avec la souris par-dessus. Voilà, donc là, le corps et l'objectif de l'appareil photo qui est là. Donc deux objets, enfin un objet unique avec deux éléments séparés en mode édition. Donc je suis resté aussi simple que possible en ce qui concerne la modélisation. Voilà, vraiment une forme basique. J'ai juste rajouté ici voilà, une espèce de petite insertion pour faire le simili-cuir qui couvre beaucoup d'appareils photo à ces endroits-là. Mais pour le reste, voilà, on est vraiment sur une modélisation qui est très basique et qu'on va détailler petit à petit. Donc je vais ouvrir un projet neuf dans Blender, je vais remettre les raccourcis. Là. Et on va commencer par créer un cube. Donc c'était pas une blague, on commence très souvent par créer un cube. Et juste avant qu'on démarre, je vais vous montrer comment est-ce qu'on place des images en fond pour travailler par-dessus dans Blender. On ne les utilisera pas nécessairement là dans ce tutoriel, mais au moins vous le saurez. Et comme ça, vous pourrez utiliser les images que j'ai jointes à ce tutoriel. Donc pour faire ça assez facile, on ouvre le panneau qui est à droite, donc soit avec la petite flèche ici, soit avec la touche N, et on vient chercher Background Images, ici, on coche, et dans Add Image, voilà, ça ouvre un petit menu déroulant, on cherche Open, et donc moi j'ai mis, voilà, donc je viens de placer l'image, qui n'apparaît pas encore. Bon, le fichier est là, c'est bon, ici j'ai le chemin jusqu'à l'endroit où est stocké mon image. Et en dessous, donc on a une option d'opacité, la possibilité de la mettre en fond ou par-dessus les modèles, selon ce qu'on veut faire. Et ça, je vous conseille de ne pas y toucher, stretch, ça ira très bien. Et X et Y ici, qui sont les coordonnées de l'image. Donc ce que je vais faire, c'est que pour la faire apparaître, je vais passer en vue orthographique. Donc pour ça, je vais aller dans le petit menu View, ici. Et ici, hop, on a toutes les vues possibles qui sont listées. Donc par défaut, nous, on a travaillé en vue perspective. Ce qui est bien, mais le problème de la vue perspective, c'est qu'on a une déformation. La vue orthographique, par définition, il n'y a pas de déformation du tout. Tout est parallèle, y compris quand on regarde en perspective. Mais l'idée, c'est quand même plutôt de travailler avec des vues à plat, de face, de dessus, de dessous, etc. Donc je vais aller en vue de face, font, ou le 1 du pavé numérique. Voilà. Donc là, mon image apparaît. Je vais passer en wireframe ici pour voir à travers. Mon image apparaît, donc je peux jouer sur l'opacité, comme ça on voit un petit peu mieux. Et ensuite avec les coordonnées X et Y, si j'arrive à cliquer dessus, voilà, on peut venir décaler l'image jusqu'à ce qu'elle soit au bon endroit. Donc modéliser de cette façon-là, modéliser de cette façon-là, ça revient en fait à placer, je le fais très vite, on verra les outils après, à placer les éléments dont on a besoin, voilà,
par-dessus l'image. C'est vraiment du calque, mais du calque en 3D. On va pas vraiment faire ça parce que la complexité du modèle ne le justifie pas. Mais pour beaucoup de cas, c'est la meilleure façon de procéder puisque ça nous permet de rester vraiment très fidèle aux proportions d'un objet. Donc, je vais supprimer cette image. Vous pourrez travailler avec les différentes images. Si j'en profite peut-être quand même pour dire, voilà. Pof. Ici, dans Axis, on peut spécifier qu'une image n'apparaisse que devant, derrière, dessous, dessus, etc. Ce qui permet en fait de charger plusieurs images les unes par-dessus les autres. Voilà. Et en séparant le viewport en plusieurs fenêtres, donc avec les petits chevrons, en restant cliqué dessus et en glissant la souris d'un côté ou en bas en haut, on peut comme ça avoir par exemple ici la vue de face avec la touche 1 du pavé numérique, ou ici la vue de profil, la vue de droite, avec la touche 3 du pavé numérique. Ce qui me permettrait par exemple d'avoir cette première image uniquement sur la vue de face, de venir charger celle de côté, du coup qui apparaît comme ça, et de spécifier que je veux qu'elle n'apparaisse que pour le côté droit. C'est-à-dire que si je passe à gauche, hop, avec CTRL et pavé numérique 3, elle n'apparaît plus. Voilà. Donc ensuite, on pourrait modéliser comme ça, et venir voilà, faire comme ça pour c'est vraiment du calque en 3D. Bon, mais comme je disais, on ne va pas l'utiliser pour ce projet, j'irai plus vite et je pense que ce sera plus clair pour vous si je travaille en vue de perspective. Mais voilà, sachez que vous pouvez procéder comme ça, et surtout si vous travaillez de cette façon-là, n'oubliez pas de vérifier en vue perspective régulièrement ce que vous êtes en train de faire. Alors, bon, on va fermer tout ça, je vais supprimer les images. Je vais rétracter cette fenêtre-ci. Et la première chose que je vais faire, donc je vais supprimer ça, je me remets au centre avec Shift-C pour que mon objet apparaisse bien au centre de l'univers, où je rappelle, ah, ça n'a pas disparu, où je rappelle avec le petit menu 3D Cursor ici, remettre toutes ces coordonnées à 0. Alors, j'ouvre le panneau de gauche avec la touche T, ou avec la petite croix, j'ajoute un cube, et je rentre tout de suite en mode édition. La première chose qu'on va faire, c'est mettre le cube à plat sur la grille. Donc pour ça, je vais le déplacer d'exactement une unité. Que vous soyez en métrique, on avait vu ça au moment de régler l'interface, que vous soyez mis en métrique ou que vous ayez gardé les unités génériques de Blender pour les calculs de distance au sein du logiciel, ça ne change rien. Par défaut, un cube a des côtés qui ont une valeur de 2. Soit 2 mètres si vous êtes en mode métrique, soit 2 unités génériques si vous êtes en unité générique. Donc du coup, très simplement, pour le remonter de sa moitié, donc de 1, je vais appuyer sur G, Z pour contraindre le déplacement sur l'axe vertical, et je vais rentrer la valeur 1. Alors, ce qu'on remarque, c'est que tout en bas à gauche de l'écran, il m'explique en fait ce que je fais. C'est pas très visible, mais à chaque fois que vous utilisez un outil, que vous rentrez des valeurs, ça apparaît ici. Donc là, il y a marqué 1 mètre le long de l'axe global Z. Et c'est exactement ce qu'on vient de faire. On vient de déplacer d'1 mètre notre cube le long de l'axe global, donc l'axe global qui est calculé par rapport à l'univers plutôt qu'à l'objet, et l'axe vertical, donc qui est l'axe Z. Voilà. Je vais valider ce que je viens de faire avec entrée. Comme ça, je suis sûr que voilà, je suis aligné à 0. Le sol représenté par la grille, symbolisé par la grille, et bien au contact du fond de ma modélisation. C'est pas très grave dans l'absolu si on n'est pas par-dessus, mais je trouve que visuellement c'est plus simple de modéliser au-dessus du sol qu'à moitié dedans. Alors, donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va découper notre modélisation en deux pour n'en faire qu'une moitié. C'est symétrique, on va pas s'embêter à faire, les deux moitiés. Donc pour faire ça, je vais rouvrir le panneau de gauche avec la touche T, qu'on va garder ouvert la plupart du temps, et dans Tools, je vais venir chercher Loop Cut and Slide, et voilà, je vais le couper comme ça le long de l'axe Y. Donc comme on est bien au centre, je sais que je découpe pile poil sur l'axe Y. Hop, le slide se met en place, j'appuie sur échappe pour sortir de ce mode-là et ramener ma ligne de découpe bien au centre. Je vais passer en mode filaire,
pour pouvoir attraper en fait tous les points qui sont sur le côté gauche de cette ligne. Donc je désélectionne tout avec A. Et maintenant on va voir un deuxième outil de sélection qui est l'équivalent du cliquer-glisser sur le bureau d'un ordinateur. C'est la touche B, ou dans Select, hop, Border Select, ici. C'est la même chose. Donc le raccourci c'est B. Je reste cliqué gauche cette fois-ci, et voilà, je viens englober tous les points que je veux sélectionner. Je lâche, et avec X, je viens supprimer les points, vertices. Je supprime bien les points pour une raison simple, c'est que si je supprimais par exemple les arêtes, je n'ai pas sélectionné hop, ces arêtes-là. Donc je me retrouverai avec, voilà, avec ça. Si je supprimais la face, je n'ai sélectionné qu'une face. Donc les 4 qui sont, hop, 1, 2, 3 et 4 ici, resteraient. Donc c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est bien supprimer les points complètement. Donc je me retrouve avec une moitié de cube qui devient creux. Et maintenant, pour travailler en symétrie, on va ajouter un modificateur qui s'appelle très mystérieusement miroir. Donc les modificateurs se trouvent dans ce petit onglet avec une clé anglaise bleue. Retenez-le parce qu'on va y aller tout le temps. Et dans le menu déroulant Add Modifier, on va venir chercher dans la deuxième colonne le modificateur Mirror. Je clique dessus. Par défaut, l'axe du miroir, c'est l'axe X, donc c'est des petites cases à cocher. Mais il est tout à fait possible de faire sur les deux autres axes, il est même possible de combiner en fait les trois axes. Mettons que, je sais pas, voilà, je veuille écarter le truc comme ça, voilà, je peux avoir complètement des miroirs multiples, ça pose pas de souci. Bon, pour l'instant, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'axe X. Dans les options Merge et Vertex Groups, on les garde gardées tout le temps, posez pas de questions, c'est comme ça. Et Clipping me permet de souder l'axe de symétrie. Donc si je reprends ça, je peux l'éloigner, comme ça, je peux l'éloigner de l'axe de symétrie. Par contre, avec Clipping activé, hop, si c'est soudé, voilà, je ne peux plus du tout le bouger, et si je bouge l'ensemble de mon objet, ben voilà ce qui se passe, l'axe de symétrie reste fixe. Alors ça, c'est ses avantages et ses inconvénients. L'idée, c'est que quand on a besoin de séparer un objet, on vient décocher manuellement clipping, on éloigne, on recoche pour que le reste de la modélisation reste bien soudé. Bon, mais la plupart du temps, clipping activé, c'est ce qu'on veut, et ici, on s'en occupe pas. Il est aussi possible de faire un miroir par rapport à un objet qu'on spécifie ici, mais on n'a pas d'autre objet dans la scène, et de toute façon, je vous conseille de modéliser objet par objet, puis de combiner. Voilà. Donc, ceci étant dit, on va continuer, parce que ça ne ressemble pas vraiment à un appareil photo pour l'instant. La première étape, ça va être donc là de créer le corps de l'appareil. Pour ça, je vais essayer de chercher une forme de rectangle un peu aplati. Donc, je vais venir faire, je vais utiliser au maximum les manipulateurs, mais n'oubliez pas que vous avez les outils Translate, Rotate et Scale ici, que vous pouvez contraindre avec X, Y ou Z selon le besoin. Donc là, je vais utiliser le manipulateur et je vais venir sur l'axe Y, voilà, réduire l'échelle de ma modélisation. Ensuite, je vais récupérer voilà, tous les points du dessus. Je suis passé en mode filaire parce que ça me permet de sélectionner par transparence et donc du coup de ne pas manquer de points et de vérifier que j'en manque pas d'ailleurs. Et en récupérant mes translations, je vais venir le baisser un petit peu. C'est un petit peu, comment dire, un petit peu compact. Hop, sélection par face, ici. Je sélectionne la face, donc avec le clic droit hein, cette fois-ci, et on va l'étirer un petit peu. C'est peut-être un peu too much. On va peut-être réduire un petit peu, je fais tout resélectionner avec A, peut-être réduire un petit peu l'épaisseur du corps pour avoir quelque chose un petit peu plus correct. Comme ça me paraît pas mal. Ensuite, on va faire le prisme, donc cette partie sur le dessus un petit peu bombé. Donc pour faire ça, je vais dégager un espace ici, que je vais extruder vers le haut. Donc avec l'outil Loop Cut and Slide, ici, je viens cette fois-ci, je vais déplacer ma ligne,
Alors là, j'ai cliqué un petit peu vite, donc la découpe s'est validée en plein milieu. Mais c'est pas grave, comme les lignes sont droites, comme on est sur un rectangle, enfin un pavé, pardon, je peux complètement faire glisser ma ligne de cette façon-là avec les translations. Je vais l'amener à peu près ici. Et ce que je vais faire, c'est qu'en récupérant ma sélection par face, je vais prendre cette partie-là, et je vais l'extruder avec la touche E. Voilà, on l'extrude vers le haut, évidemment. Et ensuite, on va commencer à la mettre en forme. Donc, sélection par arête. Je vais sélectionner cette arête sur le côté, que je vais pousser, voilà, par ici pour faire le prisme. Avant de voilà, venir faire ce genre de forme, je sais que j'ai une partie ici qui doit être en relief. Donc, je vais sélectionner ces deux faces avec Shift, clic droit pour les combiner. Et à nouveau, je vais venir les extruder. Pas énormément, quelque chose comme ça, c'est pas mal. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je repasse en sélection par arête. Je chope cette arête-là, qu'on pousse vers l'arrière. Et je prends celle-ci, qu'on fait baisser de cette façon. Donc ça nous donne un prisme qui a à peu près la bonne forme. Alors, étape suivante. C'est un petit peu cubique, et l'idée ça va être au niveau, donc ici ça va être le support de l'objectif, hein, l'objectif se plante en plein milieu, on va pas faire de creux à l'intérieur, mais on va malgré tout arrondir un petit peu cette partie-là. Je vais venir faire, avec Loop Cut and Slide, une petite série de découpes transversales, je vais en faire 3, plutôt non, comme ça on va avoir un nouvel outil. Je vais en faire une, en plein milieu, donc avec échappe ou clic droit, on empêche la ligne de bouger. Je vais la prendre ici et je vais tirer pour faire une amorce d'arrondi. Et ensuite, le problème, c'est que si j'avais fait 3 lignes d'un coup, j'aurais dû estimer la courbure à la main et j'aurais fait quelque chose qui n'aurait pas forcément été très correct. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un outil de chanfrein pour dédoubler cette ligne. Et l'outil porte en lui un algorithme qui permet de faire la moyenne des angles à mesure qu'il chanfreine. Je pense qu'un petit exemple ce sera plus clair. Donc je vais sélectionner tout le pourtour de cette ligne. Et pour faire ça, alors je pourrais faire avec Shift et clic droit successivement, il n'y a pas beaucoup de lignes, ça va assez vite. Mais bon, c'est un peu chiant, et si on imagine qu'on est sur quelque chose avec beaucoup de lignes, je sais pas, on a un truc comme ça, bah, faudrait toutes les sélectionner une par une. Et c'est chiant. Bon. Pour s'épargner ça, au lieu d'appuyer seulement sur clic droit, on va maintenir la touche Alt appuyée, et on va faire un clic droit sur la ligne. Et là, hop, il va me sélectionner toute la ligne, tant qu'il rencontre une ligne continue. Maintenant qu'on a cette ligne sélectionnée, on va utiliser un outil qui s'appelle Bevel, qui doit être je ne sais où. Je ne sais pas pourquoi celui-ci je le trouve jamais. Donc, je rappelle qu'on a un petit outil de recherche avec la barre espace. Quand on appuie avec la barre espace et la souris dans le viewport. Donc je vais juste taper Bevel dedans. Voilà. Et il me donne l'outil. Donc le raccourci c'est CTRL B. Autant le retenir puisque je n'ai jamais retrouvé cet outil dans les menus. Donc soit je peux cliquer dessus directement ici, ça revient au même, soit je fais hop, CTRL B, et en bougeant ma souris, voilà, je viens faire un chanfrein. Donc ce que je disais, c'est qu'il recalcule la position des lignes et de l'angle automatiquement, et avec la molette, avec un petit coup de molette, je vais venir ajouter une ligne. Plus on met de coups de molette, forcément, plus c'est doux. Ouais, même un truc comme ça peut être pas mal. Voilà. Donc ça me permet vraiment de venir faire une courbure légère, mais avec un dénivelé qui est régulier. Et on va réutiliser cet outil une petite fois en sélectionnant cette arête-ci et l'arête juste en dessous. Donc CTRL B à nouveau. Hop, on va venir faire un petit chanfrein. Pour de casser un peu ce côté très tranchant des arêtes. Et en vrai, on pourrait peut-être même pousser un peu le vis et venir, hop, donc je sélectionne juste cette arête-là, puis ensuite Alt, Shift, plus clic droit.
Shift sert toujours à ajouter à la sélection, même dans le cas où on utilise la touche Alt pour sélectionner une suite d'arêtes ou une suite de points. Et Alt, clic droit pour le dernier qui n'est pas pris en compte, puisque là on a 3 arêtes qui viennent se croiser, donc du coup ça interrompt l'outil. Voilà, et encore CTRL B, hop, on va faire un tout petit chanfrein histoire de casser l'aspect tranchant. Voilà. Donc ça nous donne quelque chose comme ça commence à ressembler à quelque chose. Alors, je suis repassé en mode objet, avec la touche Tab, tabulation. On a un petit problème, c'est que tout ça est très fasté, alors ça peut donner un style, hein, si c'est ce qu'on cherche. Mais bon, là j'aimerais bien avoir quelque chose d'un petit peu plus lisse, qui ignore ce genre de fastage. Donc pour faire ça, avec l'objet sélectionné, dans l'onglet Tools et en mode objet, je vais venir appuyer sur Smooth au niveau de l'option Shading ici. Hop, qu'est-ce qui se passe? C'est super moche. Quand il s'agit d'objets anguleux, il faut rajouter un modificateur qui s'appelle Edge Split, qui permet en fait de définir un angle à partir duquel le smooth décide qu'il s'agit de 2 faces sélectionnées. Autrement, il va tenter de gommer au maximum les angles. Donc, je vais ajouter le modificateur qui est ici Edge Split. Voilà. Donc, par défaut, c'est un angle de 30 degrés qui sert de rupture, ce qui va dans beaucoup de cas. Et effectivement, on peut voir qu'ici, il m'a gommé tout le fastage. Alors là, il ne l'a pas fait, mais bon, je ne sais pas si on a vraiment besoin. Encore une fois, on peut venir chercher. Voilà, c'est souvent une affaire de dosage. C'est pas une méthode qui est toujours idéale. Mais en tout cas, sur les objets avec très peu de polygones dessus, avec très peu de faces, ça devient rapidement indispensable si on veut faire quelque chose de propre sans avoir des modèles trop complexes ou lissés. On abordera le lissage un petit peu après. Alors, très bien, donc maintenant que ça c'est fait, on pourrait peut-être rajouter un petit chanfrein ici, donc avec Shift, clic droit à nouveau, hop, on vient faire un petit chanfrein, comme ça c'est un peu plus doux, c'est un peu plus joli. Une fois que ça c'est fait, on va faire le petit œilleton qui est derrière. Donc pour faire l'œilleton, c'est assez facile, on va faire une sélection par face. Je vais prendre cette partie-là. Et dans les outils, donc je vais repasser en mode édition, dans les outils, on va venir chercher l'outil Inset Faces. Ici. Donc vous voyez, il y a une petite ligne en pointillé qui est apparue entre ma souris et la face sur laquelle on pratique une insertion. Et il suffit donc de décaler la souris pour faire activer l'outil. Alors à noter que voilà, c'est assez sensible, donc si vous poussez trop loin, vous inversez complètement les faces et ça vous donne une espèce de truc cataclysmique comme ça. De la même façon, faites attention avec mon chanfrein là dans l'angle supérieur gauche de ma face. Si je pousse trop loin, les 2 lignes vont se croiser, ce qu'on ne veut absolument pas. Donc voilà, on va vraiment faire un truc léger, on va venir reprendre à la main s'il y a besoin. Hop, je valide soit avec le clic gauche, soit avec entrée une fois que je suis bon. Ah. On va zoomer un petit peu dessus. Ah oui, j'en profite pour le dire, j'ai oublié de le dire dans les vidéos précédentes, mais pour se déplacer de cette façon-là, c'est clic de la molette, clic du milieu, avec la souris, plus Shift, maintenu. Voilà, donc ça permet d'avoir tous les types de déplacements comme ça. Une fois que ça c'est fait, donc j'ai bien vérifié que là, les 2 lignes ne s'étaient pas creusées, donc c'est bon. À cause du miroir, on a cette face-là qui va nous gêner, parce que si je fais une extrusion, eh ben, je vais avoir deux œilletons séparés par un creux. Donc on va la supprimer, je la sélectionne, avec X, j'ouvre le petit menu de suppression, et on va venir chercher les faces. Donc elle est supprimée, je prends les arêtes, et je prends cette arête-ci en particulier, que je pousse, jusqu'à ce que le clipping fasse effet et que je ne puisse plus la bouger ni dans un sens ni dans l'autre. Hop, on va venir prendre ce point-là, qui est beaucoup trop, pour la forme qu'on cherche à faire, qui est beaucoup trop sur la gauche, et on va venir le pousser sur quelque chose un peu comme ça. Voilà. On récupère la sélection par face, on extrude avec E ou Extrude Origin comme d'habitude. Là, quelque chose comme ça. Et on va refaire une petite insertion à l'intérieur, légère encore une fois. On supprime encore cette face qui va nous gêner.
on reprend les arêtes, qu'on pousse voilà, l'une contre l'autre pour que le clipping fasse effet, pour que la soudure se fasse. On reprend les arêtes et encore une extrusion vers l'intérieur. Donc c'est un peu large, je suis assez d'accord. Bon, après, si on voulait l'arranger, il faudrait prendre... Pardon, j'ai un petit peu vite. Il faudrait prendre ces éléments-là. Donc en transparent, c'est avec l'outil Border Select, avec la touche B. On va prendre ça, ça, et on peut les pousser comme ça. Alors, ce qui se passe, c'est que là, on étire un petit peu les faces. Donc, visuellement, ça ne change rien pour nous. Mais retenir que globalement, c'est une assez mauvaise idée d'avoir des lignes très étirées, des angles très très fins comme ça. Voilà. Mais pour notre cas présent, ça fera très bien l'affaire et on ne va pas s'embêter avec ça. Alors, donc on a fait le petit œilleton, en gros on a fait l'arrière de l'appareil et ça nous va assez bien. Maintenant on va faire l'objectif. Donc je vais repasser en mode édition. Pour vous montrer une chose, c'est qu'on peut continuer à créer des objets, y compris en mode édition, tant que l'objet est du même type que celui qu'on manipule. Donc là c'est un mesh, c'est un modèle solide, donc j'ai accès à toutes les formes solides de base que je peux ajouter comme ça sans aucun problème. On notera simplement que le miroir fait effet, et que du coup, une fois que les points se rencontrent, ils se soudent au centre. Bon. On va créer l'objet dans un premier temps hors du mode édition pour en faire un objet à part. Donc on va commencer par faire un cylindre qui apparaît toujours au milieu, hein. J'ai laissé mon petit curseur 3D au centre. Donc je rappelle un Shift C pour le remettre au centre, ou 3D cursor ici, et voilà, les coordonnées à 0. Et avant d'entrer en mode édition, ou de modifier de quelque façon que ce soit le cylindre que je viens de créer, je vais réduire le nombre de faces qu'il a. Par défaut, ici on voit qu'il en a 32, 32 points sur chacune de ses faces supérieures, donc 32 faces sur le côté, et je vais les réduire à 8, ce qui sera largement assez pour le type de modélisation qu'on fait. On peut aussi changer son radius par défaut et son épaisseur, qu'on va faire à l'œil un petit peu après. Et donc là, je vais rentrer en mode édition. Voilà. On va le faire tourner à 90 degrés sur l'axe X, donc R, X et 90. Donc encore une fois, en bas à gauche de l'écran sur la petite barre grise, il nous affiche qu'on a fait une rotation à 90 degrés le long de l'axe global X. Voilà. Pensez à garder un œil là-dessus si vous êtes un petit peu perdu, comme on tape des choses en l'air. J'appuie sur Entrée pour valider. Et je vais pousser voilà, le modèle par ici. Alors ici, on va commencer par modéliser le fût et le vert de l'objectif, et ensuite j'en profiterai pour montrer un petit outil de placement qui est utile, un petit set d'aimants, qui va nous permettre d'aligner exactement notre objectif avec la face de l'appareil photo ici. Comme ça, il n'y aura pas de jour, et au moment de faire un rendu, on n'aura pas un petit peu de lumière qui passe à travers et qui fait des trucs un peu étranges. Donc je vais passer en vue de face, voilà, en vue orthographique. Si vous n'êtes pas en vue orthographique, ça peut arriver qu'on soit en vue de face et que ça ressemble à ça, en vue de face, mais en perspective. Il faut appuyer sur la touche 5 du pavé numérique ou dans View, appuyer sur View Persp Ortho ici. Voilà. Et inversement, selon les réglages de base de votre logiciel, vous pouvez ne pas rester en vue de perspective orthographique quand vous en sortez. Ce qui donne ça. Bon, ça fonctionne aussi, mais j'ai tendance à penser que c'est plus intéressant de modéliser avec ce qu'on verrait vraiment. Donc, je rappuie sur 1 ou dans View Front ici, pour me mettre en face. Je passe en mode filaire, et je vais placer à l'œil à peu près voilà, l'objectif au centre de l'appareil, et je vais le réduire avec S. Donc cette fois-ci, je ne spécifie aucun axe, puisque je veux réduire mon objectif sur tous ces axes. Une fois que j'ai fini, clic gauche. Je vais passer en vue de profil avec la touche 3 du pavé numérique.
Et il a à peu près la bonne taille, donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même l'étirer un petit peu. Donc avec B, Border Select, je sélectionne cet ensemble de points-ci. Hein, comme on est en vue transparente, j'ai sélectionné aussi ceux qui étaient derrière, superposés. Et je vais l'étirer un petit peu comme ça. Voilà. Maintenant, je voudrais que l'objectif ne soit pas rattaché en plein comme ça, mais qu'il y ait un petit décrochage en termes de taille. Donc pour ça, je vais faire avec cette face sélectionnée, je vais venir chercher Inset Faces. Encore une fois, hop, voilà, avec la souris, je bouge la souris jusqu'à obtenir la forme que je veux. Ça fera l'affaire. Je refais une extrusion. Voilà, quelque chose comme ça fera l'affaire. Ensuite, on va faire une deuxième insertion sur la face avant. Donc je prends les sélections par face, je sélectionne cette face, Inset Faces encore une fois, voilà, quelque chose comme ça. Petite extrusion vers l'intérieur. Et ce qui va se passer, c'est que pour faire le vert de l'objectif bombé, soit je pourrais ajouter une sphère coupée en deux avec 8 segments de côté, mais là, très simplement, puisqu'on est sur une modélisation qui est basique, on va garder cette face-là. Je vais refaire des insertions, donc je vais utiliser la touche I, qui est le raccourci pour cet outil. Voilà, hop, je vais en faire une, je vais en faire une deuxième, et là on va avoir un petit outil qui est assez intéressant, qui nous permet de déplacer avec une zone d'influence une sélection donnée. Donc ça s'appelle l'édition proportionnelle, ça se trouve à cet endroit-là, là où il y a un petit disque gris dans un menu déroulant. Je vais cliquer sur le menu déroulant et je vais appuyer sur Enable. Ça me donne accès à un deuxième menu déroulant où on a toute une série de, de types d'influence qui vont conditionner la forme que prendront les éléments pris dans cette zone d'influence. Donc pour l'instant on va la laisser par défaut, ça fera l'affaire. Et si je viens déplacer l'avant, ce qu'on voit c'est que ça a une influence sur tous les points qui sont présents dans la, voilà, dans la sphère qu'on peut contrôler par ailleurs avec la molette de la souris, comme ça. Donc là l'idée ça va être de toucher aussi peu que possible la bordure. Là je commence à la toucher un peu, donc je vais rester ici. Je vais avancer un peu l'objectif, donc c'est pas tout à fait la forme qu'on veut encore, c'est un petit peu triangulaire, même si ça a bougé celle-ci. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que en sélection d'arrête, je vais désactiver l'édition proportionnelle pour pas rebouger trop. Je vais venir avec Alt, clic droit, sélectionner cet anneau d'arrête. Je rappelle, elles se suivent, donc l'algorithme va toutes les détecter et on va prendre l'ensemble d'un seul clic. Je vais venir, hop, on se met un peu comme ça. Je vais venir bomber pour faire une espèce de demi-sphère un peu aplatie. Ça c'est peut-être un peu pointu. Hop, on va l'aplatir un peu comme ça. Ok. Alors maintenant on peut ajouter un certain nombre de détails sur ce qu'on a déjà fait. Donc avec l'outil Loop Cut and Slide, je vais venir hop, faire une première découpe que je vais placer à peu près là. Je vais en faire une deuxième par ici. Et ensuite avec Alt, Shift, clic droit, je vais sélectionner ces deux lignes. Et avec le chanfrein, donc CTRL B ou Bevel ici, je vais venir préparer une ligne fine comme ça. Avec cette ligne fine sélectionnée, je vais appuyer sur E pour faire une extrusion. Et maintenant ce que je voudrais c'est faire une extrusion vers l'intérieur. Une extrusion où chaque face individuellement converge vers le point central de la sélection. Donc pour faire ça, je peux pas utiliser le mode de base qui travaille sur les perpendiculaires, et là il prend la perpendiculaire de la sélection. On va appuyer sur échappe ou sur clic droit, donc attention, là l'extrusion a été faite. Elle est rétractée sur elle-même, mais elle a été faite. Et on va utiliser, donc soit, il me semble que c'est push-pull, non c'est l'autre, shrink-fatten, voilà, qui permet de faire une sorte de scale sur, je ne sais pas comment appeler ça, sur le point central d'une sélection. Voilà. Ça nous permet de rétracter ça un petit peu à l'intérieur et de faire comme s'il y avait une bague de mise au point à cet endroit-là.
Voilà, je désélectionne tout avec A. Et on va faire comme j'ai copié un vieux modèle d'appareil photo. On va faire une petite zone en creux ici où il y a normalement l'estimation de la distance par rapport à l'ouverture de l'objectif. Donc hop, on va refaire deux loop cuts là, que je vais faire glisser ensemble ici. Je vais passer en sélection par face, sélectionner ces deux faces, une insertion, quelque chose d'assez fin comme ça, et une petite extrusion vers le bas. Voilà. Donc, il y a peu de choses sur cette modélisation, soyons clairs, mais on commence à avoir des détails et quelque chose qui, à l'œil, devient un petit peu plus agréable. Maintenant, il va être temps de coller et de coller l'objectif au corps de l'appareil photo, puis de joindre les deux objets en un seul. Puisque là, hein, dans l'outliner, on voit bien, j'ai le corps qui s'appelle cube, qu'on pourrait renommer en corps. Là, c'est une bonne habitude à prendre aussi. Et là où on a l'objectif. Voilà. Donc, je vais sélectionner l'objectif, je vais repasser en mode édition, pardon. Je vais passer en vue de dessus avec la touche 7 du pavé numérique ou avec View Top, ici. Je désélectionne tout avec A, je passe en mode filaire Wireframe, ici. Et avec l'outil Border Select, avec la touche B, je vais venir sélectionner toute cette moitié-là, que je vais supprimer avec la touche X, Faces. Pas Vertices, parce que là on a des points qui sont sélectionnés, on veut garder hein, cette ligne de symétrie centrale, donc juste les faces. Hop, alors, il nous reste ces deux cylindres à gérer, puisque là, j'ai pas pu sélectionner une moitié, puisqu'il n'y a pas de ligne ici, donc ça va nous permettre de voir un petit outil supplémentaire, qui s'appelle Knife, le couteau, voilà, ici. Donc, le raccourci c'est K, on peut le choper ici. Donc, ça nous donne une petite icône de scalpel avec, quand on est sur le modèle, un point vert, qui devient, enfin qui vient s'aimanter, qui s'entoure de rouge quand on passe sur un point, et qui rend les arêtes jaunes quand il est aimanté dessus. Donc il y a une zone de tolérance quand on éloigne un petit peu la souris, pour rester au maximum sur ce coin on veut découper. On peut découper aussi librement sur des faces, hein, comme ça. Et on appuie sur espace ou sur entrée pour valider. Espace est plus près de mon pouce, donc j'utilise cette touche-là, mais ça marche pareil avec entrée. Et donc là, tout simplement, je vais récupérer mon outil Knife, je vais venir, hop, prendre ce point-là supérieur, celui-ci, j'appuie sur entrée ou sur espace, et je viens de faire donc une découpe en plein milieu. Du coup, je peux sélectionner cette face-là, et la supprimer. Et on va faire pareil de ce côté-là, hop. Voilà, donc pourquoi est-ce que je l'ai coupé en deux? Simplement parce que quand je vais la joindre au corps qui est derrière, je rappelle que le corps a un modificateur miroir, donc en les joignant, je lui donne le même modificateur, et j'ai pas besoin qu'elle soit faite des deux côtés. Alors certes, on aurait pu le faire avant, mais vu la complexité de la modélisation, et vu qu'on travaillait sur au maximum deux faces sélectionnées, c'était pas trop un problème. Mais c'est vrai que sur un modèle plus complexe, on aurait fait le miroir avant même de commencer à modéliser. Et on va rajouter, pour faire un truc bien propre, pour pas avoir plus de 4 côtés à notre face, hop, on va venir couper au milieu. Voilà. Je l'ai fait à l'œil, hein, pas de truc magique que j'ai pas expliqué, c'est vraiment un petit peu tordu, mais c'est pas grave. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que le fond de l'objectif soit au contact de la façade de l'appareil photo? Eh ben, on va prendre tout cet ensemble avec A, donc je suis toujours en mode édition, et ici on a une petite icône d'aimant qu'on va activer. Et dans le menu déroulant juste à côté, on va sélectionner face. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que quand je vais déplacer mon objet, tant que ma souris, donc là j'ai le clic gauche qui est resté cliqué hein, pour déplacer, tant que ma souris ne passe pas par-dessus une face, autre que celle que j'ai sélectionnée bien sûr, il va rien se passer. Je vais avoir un mode de déplacement normal. Par contre, si je passe, voilà, tac, si je passe ma souris sur une face, et ben, l'objet va venir s'aimanter directement dessus.
Alors, selon la position de l'objet, selon son centre de gravité et un certain nombre de paramètres que j'ai pas toujours très bien identifiés, on peut se retrouver avec un objet qui est pas aimanté là où on penserait qu'il devrait être aimanté. Bon, c'est vrai, admettons que voilà, il a été aimanté un peu trop loin, il soit quelque part par là. Bon, c'est casse-pied, et puis on a beau passer la souris, voilà, il ne veut plus revenir maintenant. Bon, eh ben, il nous suffit de prendre un autre élément sur lequel aimanter notre sélection, par exemple les points, et donc je vais faire GY, pardon, voilà, pour déplacer le long de l'axe X, et je vais venir avec ma souris chercher, hop, ce petit point là, qui est dans le coin, on va essayer de le récupérer, là, celui-ci, voilà, pour être sûr qu'on soit vraiment bien sur la façade. Bon. J'anticipe un peu les problèmes qu'on peut avoir, on en a souvent des problèmes de ce type. Hop, ça je sais pas pourquoi j'en ai refait une. Et voilà, donc là je suis sûr que cette zone-là, on voit d'ailleurs qu'elle a une espèce de bug d'affichage parce que les deux faces sont absolument superposées. Il n'y a aucun écart entre les deux, et d'ailleurs celle-ci on peut la supprimer, on n'en a pas besoin, on la voit pas. Maintenant je vais revenir en mode objet. Je vais sélectionner d'abord l'objet à relier, donc mon objectif, puis avec Shift et clic droit l'objet sur lequel je veux relier ma sélection. Vous remarquerez d'ailleurs que le contour orange n'est pas la même couleur. Celui qui est en plus clair, c'est ce qu'on appelle l'objet actif. C'est celui sur lequel se passent les actions qu'on va imprimer à notre ensemble de sélection. Et je vais venir appuyer sur CTRL et J. Voilà, CTRL J qui me sert à joindre. On voit ici dans l'outliner que les objets, il n'y a plus qu'un objet qui s'appelle Core. Donc c'était celui que j'avais sélectionné en dernier. Et si je reviens en mode édition, bah voilà, j'ai bien accès aux deux éléments qui restent séparés. Je peux toujours les sélectionner avec la touche L comme des éléments à part, puisque c'est ce qu'ils sont. Mais en mode objet, ils forment un objet unique. Voilà, qui a son point de pivot propre, là, la petite zone orange qui est alignée à 0 sur l'univers. Voilà, donc avec ces outils-là, avec cette petite intro à la modélisation, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Cette base-là est très très simple, et j'ai fait exprès que ce soit simple, parce qu'il me semble que c'est quand même déjà suffisamment long et pas forcément évident à aborder, hein. Il n'y a pas de problème à réessayer plusieurs fois, à se tromper et à regarder 10 fois le même passage de la vidéo. J'essaie d'être aussi clair, j'espère que je le suis, mais on peut imaginer tout à fait que cet appareil, que ce modèle, on pourrait l'amener beaucoup plus loin, à grands coups de détail. On peut rajouter d'autres objets, je sais pas, les petites molettes qu'il y a dessus, le, le loquet pour armer la pellicule, éventuellement une petite molette ici pour le retardateur, une série de boutons. On pourrait, voilà, il y a beaucoup de choses à faire, et j'en profite donc pour vous parler d'un autre truc, c'est que les modèles les plus complexes sont évidemment pas conçus à la main face par face comme on le fait ici. Là, ce qu'on a fait, c'est vraiment la base d'un modèle. C'est quelque chose qu'on peut ensuite venir, il y a un mode qui s'appelle le mode sculpt, qui permet, donc avec aussi peu de polygones, ça va pas rendre grand chose, mais hop, je vais, voilà, ne retenez pas forcément ce que je fais, mais voilà, je peux venir ajouter une topologie dynamique, voilà, il va rajouter de la matière, là, tout seul, là où il y en a. On pourrait venir sculpter des détails, je sais pas, hein, je fais n'importe quoi, des creux ou des trucs d'usure à beaucoup plus haute définition que ici, mais c'est l'idée, et obtenir quelque chose de beaucoup plus avancé. Ça, c'est vraiment ce qu'on a comme objet, c'est vraiment une base. Et d'autre part, pour augmenter l'aspect lissé de notre modèle et son nombre de polygones, on a un autre modificateur qui est vraiment fait exprès pour ça, qui s'appelle Subdivision Surface, qui sert, alors là on a un petit problème parce que le Edge Split, il y a un ordre dans les modificateurs, les petites flèches ici servent à gérer l'ordre du stack. Edge Split, quelle que soit la situation, doit toujours être le dernier du stack. Et oui, le dernier du stack, ah ça doit être parce qu'il a pris en compte, pardon, il a dû prendre en compte la sculpture que j'ai faite, voilà. J'ai retiré, il avait gardé en compte voilà, le petit truc sculpté. Et le subsurf, donc là en fait on a plus vraiment besoin du
edge split, le subsurf sert à faire ça, à venir lisser. Et ensuite, pour durcir les angles, parce que c'est devenu un petit peu tout mou, notre modélisation, ça se fait à grands coups de loop cut. Donc là, je pourrais venir, hop, venir durcir un petit peu les angles ici, durcir les angles comme ça, hop, pareil en haut. Quelque chose comme ça pour récupérer. Hop. Encore une fois, je montre ça rapidement à titre d'exemple pour la logique de travail. Mais ce serait comme ça qu'on ferait si on voulait, on voulait travailler un modèle plus abouti. Pareil, on peut venir mettre, voilà, hop, on les rapproche des bords. Plus on les rapproche des bords, plus l'angle va être dur. Avec d'ailleurs quelques petits problèmes de modélisation, hein. On voit qu'ici le subsurf forme une espèce d'ourlet qui est pas très joli. On aurait dû modéliser ça un petit peu différemment si on avait voulu faire un subsurf d'office. Voilà, donc ça peut donner quelque chose comme ça. Je vais remettre un coup de smooth. Voilà, et on peut obtenir assez rapidement quelque chose de beaucoup plus détaillé que ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Alors attention si vous utilisez le subsurf, là on est sur un objet très simple, donc il n'y a pas trop de risque qu'on ait un problème, mais il faut garder en tête une chose, c'est que à chaque incrémentation, pour view et render, view c'est actif uniquement dans le viewport et render évidemment actif uniquement au moment de produire une image. Pour se rendre compte des choses, il vaut mieux que les deux soient au même niveau. Il faut savoir que chaque itération, donc 1, 2, 3, 4, etc., double le nombre de polygones présents dans le modèle. Bon, là, il y a plein d'artefacts, hein. Il aurait fallu modéliser ça un petit peu autrement pour travailler avec le subsurf. Mais ici, on a le nombre de points de face et de triangles dans la scène pour un objet donné. Il faut savoir que là, si je passe en vue filaire, voilà, on a 39 331 points. C'est énorme. Alors qu'à la base, on en a 627. Voilà. On est passé de 627 à 2467 à 9843 à 39 000, etc. Donc d'ailleurs, c'est pas x2, j'ai dit une bêtise, c'est un peu plus que ça. Voilà, donc gardez en tête que si vous forcez trop sur le subsurf, à un moment donné, là on est déjà à 157 000 faces, c'est énorme. Voilà, votre ordinateur risque de faire la tronche. Et si votre ordinateur ou Blender fait la tronche et qu'il sature complètement la mémoire vive, il va freezer, il va arrêter de fonctionner en fait. Donc restez prudent là-dessus. Il vaut mieux se restreindre et modéliser un petit peu plus que de balancer beaucoup de subdivisions comme ça à la chaîne en se disant que ça va rendre le modèle beaucoup plus beau. Voilà, et bah écoutez, j'espère que c'était à peu près clair. Si vous avez des questions, vous pouvez les faire passer à l'adresse mail de Mémoire Vive qui me les transmettra et j'essaierai de répondre, essayer de joindre une petite capture d'écran à votre mail, que je passe pas des plombes dans les menus à chercher ce que vous voulez me dire. Et j'essaierai de répondre au plus vite. Voilà, voilà.